Effectivement, on est impacté. Moi, je suis là en tant que témoignante puisque je suis maman d'un enfant porteur d'une maladie grave et rare depuis 10 ans, qui présente des déficiences physiques, intellectuelles, psychologiques. Donc, pour vous donner une image, j'ai vu ça hier sur Facebook, c'est un athlète qui aide une personne non-voyante à courir. Et ils sont reliés par un petit cordon. Et ça m'a fait pleurer parce que c'est exactement ça l'image. Et j'ai beaucoup aimé le terme de guide. C'est que nous essayons au maximum justement d'être des guides. Alors, moi en tant que mère pour un enfant, parce qu'il faut que je ne dois pas seulement l'accompagner, il faut que je le stimule et que je le surstimule. Parce que quand je ne serai plus là, j'espère beaucoup de son autonomie dans un cadre protégé, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. Donc tous les soirs quand je m'endors, je me dis j'espère que la météorite ne va pas tomber demain. Donc ce qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est qu'il faut nous arrêter. À un moment donné, et c'est ce qu'ont fait plusieurs de mes amies, c'est qu'elles me mettent les mains sur l'épaule, elles me disent maintenant, on te veut en bas dans 10 minutes et tu vas boire un thé et tu t'arrêtes. Et le fait de poser la question en tant que médecin et de prendre ça en charge et en soin, parce que j'aime pas cette notion de charge. Comme je dis, nous les aidants, nous ne sommes pas malades, nous sommes épuisés. Et il faut nous restaurer. J'ai une amie de confession musulmane qui à un moment donné, il dit il faut rapatrier Céline. Parce que je dois témoigner de mon état physique. Là, j'ai mis un masque, la roche posée ou je sais pas quoi, et la lac. Donc ça s'appelle un avatar. Merci Zara. Mais en fait, j'ai... Ça fait illusion. Voilà. Ah ouais, voilà. On dirait pas, voilà, une maman, pauvre maman, qui est épuisée et tout. Et c'est ça le truc, hein. C'est qu'on veut montrer quelque chose de soi, on ne veut pas être considéré comme une pauvre petite chose. Non, puis j'ai pas été Vraiment, éduquée hein. comme ça, là aussi. C'est quelque chose qui est... c'est une éducation. J'y pensais à un moment donné, pourquoi les aidants ont choisi cette thématique, parce que, voilà, par éducation, par amour, comme vous disiez, par dévotion. Je pense qu'une aidante indienne dit c'est mon karma, une personne africaine va dire c'est une mission. Voilà, chacun va essayer de trouver une solution parce qu'inconsciemment, il faut rétablir l'équilibre. On est attaqué tous les jours, on se trouve dans des situations extrêmes tous les jours, toutes les minutes, toutes les 5 minutes. On est... Comme je disais à ma grande amie Sonia Assamo, qui est dans le public et qui est une maman aussi d'une enfant porteuse d'une maladie très, très rare et très grave, quand on nous annonce la maladie, le diagnostic, on devrait aussi nous donner une panoplie de soldats. Et comme ça, grade général direct, moi je dis. Parce que c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. On va mal dormir la nuit. Si on essaie de dormir le jour, ça ne marchera pas non plus, parce qu'il faut s'occuper des aînés, il faut s'occuper des autres. Ce sont c'est vraiment une vie où les besoins de nos enfants ou de nos parents qui sont en perte d'autonomie, qui sont attaqués par la maladie, sont des besoins intenses. Donc, quand un enfant vient au monde, pendant 6 mois, j'ai appris ça en psychologie, la mère se trouve en situation de préoccupation maternelle primaire. C'est-à-dire que dès que l'enfant même crie au bout de la pièce, elle l'entend. Bien, les aidants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette vigilance permanente. On développe des capacités extrêmes pour constamment réduire la souffrance de la personne avec laquelle on est lié. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se défaire de ce lien. On ne le veut pas. Je suis la mère de cet enfant, je ne le lâcherai pas jusqu'au bout. S'il faut que j'aille à genoux, j'irai à genoux. Et voilà, d'un point de vue moral, je ne peux pas ne pas donner mon aide à une personne fragilisée et une personne vulnérable. En attendant, ce sont aussi, parce que là, nous sommes rassemblés ici pour essayer de trouver des solutions, et il y en a. Merci. Nous aussi, on va continuer. Voilà, vous voyez, voilà, ça c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est que j'ai des arrêts de pensée. Et ça me fait de plus en plus peur. Ma tête est attaquée,
Là, pardon ? Non, mais c'est-à-dire que là, j'étais en train de penser à quelque chose et j'ai envie de vous dire tellement de choses. Et comme je ne suis pas en train de parler de vendre des oranges, je parle de mon enfant que ça m'impacte. Ben, vous voyez, voilà, j'ai perdu le fil. Et ça, je n'étais pas comme ça. Et ça me préoccupe, ça m'inquiète. Alors, justement, parce que là, je perds mes mots, je voudrais vous dire que j'ai écrit un manuscrit pour essayer de tenir quand les crises de colère sont terribles de la part de mon enfant. Elles seront toujours là toute sa vie. Il va vivre les émotions positives ou négatives toujours de manière très flamboyante. Alors, comme il n'y a pas de médicaments pour l'aider, moi je me sers d'un chien que nous venons d'adopter. On le caresse parce qu'on sait que ça fait baisser le cortisol. C'est une des solutions très puissantes pour faire baisser le cortisol. Et j'écris donc. Et là, j'ai écrit pour répondre à la question par rapport à l'impact sur la santé physique et mentale. Est-ce que vous me permettez ? Oui. Tes années d'école t'ont transformé, tu as forci, tu t'exprimes, tu pars en sortie visiter des châteaux, tu épates tes copains à la piscine dans cet univers aquatique où tu es si libéré. Tu danses particulièrement lors des spectacles de fin d'année, mais tu danses et tu souris. Tu souris et tu offres constamment au monde cette émotion qui souligne maintenant ton grand regard bleu qui observe avec tant d'attention. Tes expressions sont moins plaquées. Mes jeux sur les émotions ont eu de l'effet. Tu commences à naviguer dans ta vie avec tes imperfections, tes impossibilités graves, mais aussi une philosophie exceptionnelle de l'instant. Je te suis. La maladie a organisé toute ma vie, nos vies. Tout est organisé, tout. Tout est parfait. En cet intervalle, j'ai perdu la notion du temps, le temps d'aimer, le temps de partager, le temps de manger, le temps de respirer. J'ai essayé d'y échapper, j'ai fui la nuit, j'ai fui, enfoncé comme une enclume dans mon lit. J'ai défié le temps, je l'ai baisé, je l'ai volé. J'ai couru vers la vie, puis me suis retirée, je me suis cachée, longtemps, très longtemps sous le masque. Pardon. Longtemps sous le masque. Tout ça. Oui, tout ça. C'est un livre. Un livre. Je me suis cachée longtemps, très longtemps sous le masque, sous le maquillage, derrière le rire, derrière mon objectif, derrière les horaires, derrière les injonctions. 7 ans que j'étouffe, 7 ans que la morsure du syndrome m'asphyxie. Chaque jour, un duel acharné fait de cris et de silences, de compromis et d'agressions insoutenables. Mes défenses ont cédé. C'est déjà fini et pourtant la ligne d'arrivée est encore loin, cette ligne qui me survivra après ma mort, qui s'éloigne si je l'approche. L'enfer existe, j'y vis et personne n'entend. Emmurée vivante, sacrifiée, maudite, dépecée, c'est une histoire de sauvagerie. J'ai tout essayé, la danse, la photo, les larmes, la laideur, les rires, les oui, les non. Je m'avoue vaincue, je dépose les armes. Je ne contre plus systématiquement les obsessions. Je n'ai pas fait la piqûre du soir hier. J'ai oublié la dose de nourriture, celle qui maintient parfaitement la dose d'insuline à son seuil le plus optimal. Je n'ai pas griffonné le cahier de correspondance de ces mots qui font le lien et qui transmettent. C'est comme si tu étais possédé, mon fils. Je sais quand je parle au syndrome, je sais quand je te parle à toi, mon fils. Cette savante distance, comment la transmettre à celui qui ne peut ou ne veut entendre ? Il y a ceux qui savent et qui détournent le regard. Il y a ceux qui savent et qui m'enfoncent. Il y a ceux qui exigent encore et encore. Je me bats avec et contre toi, mon fils. Cela dépend de mes résolutions, du niveau de tes hurlements, de la pâleur de ton visage et de la force qui me reste. J'ai cru que je resterais intacte. J'ai cru que je résisterais aux crocs, aux insultes, aux dépréciations, aux espoirs déçus, aux critiques non fondées, à tes angoisses, aux miennes. Pour dépasser ce duel insensé, ces luttes vaines, j'ai choisi la solitude, un ordre nouveau. Voilà. Je vous remercie. Ce que je ne voudrais pas devenir, c'est une spécialiste de ma souffrance. C'est pour ça que je trouve que c'est très fort ce que vous nous proposez. Là, ici, j'ai eu besoin de déposer les mots, c'était pour comprendre et pour prendre le recul. Et c'est ce que vous avez dit en tant que médecin, c'est de nous aider à identifier nos besoins. Il faut nous arrêter avant
qu'on se perde dans ce lien qui nous dépasse, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Avec parfois la limite que, je l'observe souvent auprès des personnes, que la personne, comment dire, je mets des guillemets, n'ose pas dire ses limites, voilà, de peur de se voir jugée comme défaillante. Oui, j'avais peur qu'on me retire mon enfant. Pas à la hauteur. Oui. Et puis même à un niveau plus intime, je suis la maman, je dois tout donner de moi. Et si je vais vers un professionnel, une association ou autre, il y a une espèce d'aveu implicite de non-compétence qui est un frein à ça. Donc dans le discours, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre d'une prévention de l'épuisement, en disant les premiers signes faibles qui sont là, le début de l'oubli d'un traitement, l'oubli d'un repas, l'oubli d'aller à la séance de sport, des petites choses comme ça, les signaux faibles, pour dire là, c'est vrai. En fait, c'est des signes quelque chose qui va se déployer de façon assez catastrophique par la suite. Parce qu'une fois que c'est constitué, quoi. Absolument. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de former les professionnels de soins à ça. Parce que dans nos études... Mais pas que les professionnels. Hein. Non, mais parce que nous, on a la chance d'être au contact et des parents et des aidants en général et des patients. Mais je prends l'exemple de mes études à moi. Pas une seule fois j'ai entendu parler du mot aidant. Rien, jamais. Pas une seule fois. Jamais, pareil, je suis d'accord. Et j'en ai parlé à des amies infirmières, pas une seule fois non plus, elles en avaient entendu parler. Donc si on n'est pas sensibilisé à cette problématique pendant nos études, si on ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir derrière le sourire d'un accompagnant, d'un proche, d'une famille, on n'ira pas chercher nous-mêmes. Si on entend ce genre de témoignages pendant nos études, si on nous dit « ne vous contentez pas de dire bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» et de vous intéresser directement aux patients, mais si on va creuser un tout petit peu plus, à chaque fois, on se rendra beaucoup plus facilement compte de ce qu'il peut y avoir derrière. Mais ça, on ne peut le savoir que si on a été formé à ça et si on a été sensibilisé à ça. C'est pour ça que je milite à chaque fois que je rencontre des collègues, peu importe la spécialité, peu importe que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, je leur dis... Prenez en compte ça. Les familles, ce ne sont pas que les chauffeurs, ce ne sont pas que les personnes qui reviennent pour vous ouvrir la porte, ce ne sont pas que les personnes qui viennent déposer le patient dans la salle d'attente et qui reviennent après. Ce sont les personnes qui font en sorte que ces soins puissent avoir lieu et qui font en sorte que tout tienne le coup au long terme sur le domicile. Donc ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'attention. C'est très bien d'être centré sur le patient, mais si on est centré que sur le patient, il y a un moment où le système va arriver à bout, où il va y avoir des soucis dans le traitement, où il va y avoir des soucis en général, et où on va atteindre un point de rupture. Donc si tout le monde veut rester dans l'optique de la meilleure prise en charge pour le patient, très bien, mais le meilleur moyen que la prise en charge soit la meilleure possible, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui prennent en charge le patient soit bien, et l'aidant, c'est une des personnes les plus importantes dans tout le système de prise en charge. Juste un truc que je pense que vous connaissez, cette image-là. Quand on est, avant de prendre l'avion, les infirmières, le lapsus, les infirmières de l'air préviennent quoi? S'il y a des pressurisations dans la cabine et que vous êtes à côté de quelqu'un de dépendant, un enfant ou une personne, vous mettez d'abord votre masque à oxygène, c'est-à-dire vous sécurisez votre vie, votre capacité à agir, et après vous aidez la personne. Et ça, c'est une métaphore qui est valable pour tous les aidants qui d'abord mettent le max à oxygène à leurs enfants, à leurs parents, à leurs compagnons, leurs compagnes, et après tombent dans les pommes parce qu'ils n'ont plus le temps de mettre le masque à oxygène pour eux. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme, un changement d'idée en disant je serai d'autant plus en mesure d'aider que si je m'aide moi. Donc il y a un truc qui est vraiment parfois vécu comme un égoïsme, presque très égocentré. Enfin, tu te calmes, quoi, c'est ton enfant qui est malade. Tu ne vas pas partir en vacances ou en thalasso ou faire de la méditation ou faire plein d'autres choses. Mais non, ton petit, il a besoin. Oui, mais c'est parce que je fais tout ça que je serai d'autant plus en mesure. Mais vous mesurez l'énorme culpabilité qu'il y a à prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. Et c'est pourtant ça qui est le basique dans n'importe quel avion. Et là, déjà, vous êtes à des niveaux de pensée qui sont très supérieurs, parce que
par exemple, au bout de 10 ans, je me rends compte que j'étais tellement dans le faire, et quand on entend parler des portages des personnes âgées, moi j'ai stimulé mon enfant pendant 7 ans, là je suis cassée, mes pieds sont cassés, mon dos est cassé, j'ai des tendinites, je voudrais avoir 20 ans ou être un grand black très musclé, vous voyez. C'est un peu fichu là. Donc, voilà, donc au bout d'un moment, on est tellement dans le faire que notre cerveau est brûlé. On n'arrive même plus à éprouver du plaisir. Là, moi, je suis pris en charge par une psychiatre depuis juin parce que j'ai vraiment mis un genou à terre. Je suis contre les médicaments, pardon. Je suis contre les médicaments aussi. Ça va. Voilà, mais très peu. J'ai essayé de faire avec la méditation, le yoga, la respiration. Si je fais pas un salut au soleil tous les jours, je suis très énervée. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place des choses, mais c'est tellement puissant, c'est tellement récurrent, ce sont des stress chroniques qui viennent titiller les cellules en permanence, et ça résonne. Pardon pour ceux qui ont vraiment fait la guerre, mais je pense que ça résonne avec des situations de guerre. Parce que, et nous, par rapport aux pompiers ou aux policiers qui travaillent la nuit, etc., ils ont peut-être quelquefois du répit. Nous, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est jour et nuit à vie.